Bonjour madame, bonjour monsieur. Pour ce troisième numéro de Sans détour, nous recevons ce matin monsieur Mamadou Ndoye, ancien ministre, secrétaire général de la Ligue démocratique et membre de Benno Bokk Yakaar, coalition gouvernementale. Pour l'interroger, nous avons madame Safili, ancien rédacteur en chef de Sud, journaliste consultant, monsieur Dambabou, animateur et promoteur de la radio African Time à New York, qui s'adresse à la communauté africaine en général et à la communauté sénégalaise en particulier. Et nous avons également M. Ahmad Khan, chef de service du quotidien, le quotidien dirigé par notre ami Madiambal Diagne. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Évidemment, vous savez très bien que l'actualité est très fournie. Avant de vous livrer aux mains de nos chroniqueurs, je vais vous poser une toute première question, un sentiment, je dois le dire, sur un peu la situation délétère que traverse le Sénégal d'aujourd'hui avec l'affaire Lamine Diack, en tant qu'homme politique, en tant que Sénégalais tout court, en tant que leader, parce que vous avez été également, je dois le rappeler, secrétaire général de deux grands syndicats, le Sud-Est et l'UDEN. Pour tout ça, qu'est-ce que vous ressentez personnellement? La première chose, c'est de se poser la question où en est aujourd'hui le degré de corruption, pas seulement cette fois-ci dans notre pays ou en Afrique, mais sur le plan international. Parce que quand, après l'affaire de la FIFA, on en vient à cette affaire-là, la perception qui se dégage, c'est que le monde du sport est pourri par l'argent. Et je crois que ça, c'est le premier sentiment. Quand ça concerne maintenant un Africain respecté, parce que Lamine Diack a été une personnalité dans notre pays, il a été maire de Dakar, il a été ministre de la République, et de manière générale, c'est quelqu'un qui était très respecté. C'est l'image qu'on avait de lui. Et si les informations se confirment et que Lamine Diack a bien trempé dans cette affaire, c'est presque un désespoir pour les Sénégalais. Parce qu'on va se poser la question qui est propre dans ce pays. Eh bien, on va essayer de demander à Safi de répondre à ces questions en posant des questions, bien entendu. Et vous avez la parole, Sophie. Merci, Maman Seyni. Bonjour, monsieur Ndoye. Bonjour. Nous allons poursuivre sur la question, l'affaire Lamine Diack, comme on l'appelle. C'est effectivement un gros scandale et une grande gêne par rapport à cette figure charismatique pour le pays, pour tant de choses. Aujourd'hui, pour vous, quelle est la priorité dans cette affaire? Est-ce que c'est la question de l'éthique dans la gouvernance du sport mondial, ou est-ce que c'est l'incursion de cette affaire dans la sphère politique nationale et le financement des partis politiques? Aujourd'hui, que traiteriez-vous en priorité? Moi, la priorité, bien entendu, c'est d'abord la corruption. Parce que c'est une question qui non seulement gangrène le sport, mais surtout gangrène notre continent. Et toutes les études faites sur la question montrent qu'avec les conflits civils qui déchirent les pays, le plus grand facteur de retard de développement de l'Afrique se trouve dans la corruption. Et par conséquent, c'est certainement ce niveau que je considère comme le niveau prioritaire de traitement. Maintenant, l'impact sur notre pays, évidemment, mérite réflexion. Mais puisque vous me demandez quelle est la priorité, je vous donne ma priorité. Et, en termes de traitement des questions éthiques de la corruption au niveau africain et national, que faudrait-il faire pour aborder la question, pour commencer de la traiter? Que faudrait-il faire? Je crois qu'il y a trois niveaux d'intervention. Le premier niveau est un niveau légal et institutionnel. Il y a beaucoup aujourd'hui d'organes mis en place pour lutter contre la corruption. Le deuxième niveau, c'est le choix des hommes dans ces organes. Parce que si vous avez un bon organe et ceux qui sont chargés de mettre en œuvre ne sont pas rigoureux, ne sont pas fermes sur les principes, ne sont pas fermes sur les valeurs, en réalité, l'organe peut être même détourné de sa mission.
Et le troisième niveau maintenant, qui est le niveau le plus important, c'est que quand vous mettez des organes de lutte contre la corruption, des organes de contrôle, des organes de vérification, etc., il doit y avoir après un dispositif de prise de décision et de sanction. Et si ce dispositif n'existe pas et qu'on se contente de rapports que l'on publie sans que ça ait des conséquences pour les fauteurs, évidemment, nous avons un problème. Que faudrait-il faire là dans l'immédiat? Dans l'immédiat, il faut sanctionner. Qui? Sanctionner les fauteurs. Je ne vois pas autre chose à On faire. pourrait lancer une grande enquête dans l'investigation? Non, je crois que la question de l'enquête se pose, disons, a posteriori. Mais on sait au moins où se trouve aujourd'hui la faute. Et si on sait où se trouve la faute, il faut commencer par sanctionner les fauteurs et... Comment les trouver? Mais dans cette affaire, d'après le résultat que nous avons, c'est tout à fait clair. Qui a pris l'argent, ça c'est clair. Oui, bonjour M. Ndoye. Moi je voulais poser deux questions en même temps. La première, c'est que, comme on parle de financement des partis politiques, si on se retrouve, certainement on y reviendra dans le segment politique, mais est-ce que cela ne pose pas le problème des partis politiques qui sont créés juste pour être là et qui n'ont même pas les moyens d'exister et que maintenant des forces extérieures puissent venir juste pour influencer avec l'argent? Vous demandez qu'on norme un peu plus la reconnaissance des partis et leur fonctionnement au Sénégal. Le financement, surtout le financement, surtout, le fonctionnement. Enfin, comme vous avez dit, vous avez posé deux questions, le problème du financement, mais aussi le problème lié à la création facile de partis politiques. Il y a les deux. Alors, sur les deux questions, d'abord le financement des partis, notre position est très claire. Il faut qu'il y ait une législation sur le financement des partis. Parce que s'il n'y a pas de législation, il n'y a ni moyen d'établir une faute d'un parti politique, ni moyen de sanctionner un parti politique. Donc il faut qu'il y ait une législation sur le financement des partis politiques. Deuxièmement, cette législation doit permettre justement un peu de s'attaquer aux problèmes que vous posez. C'est-à-dire sur quelle base on finance les partis politiques. Évidemment, ça ne peut être que sur la base de la représentativité de ces partis politiques. Et donc, il faudra établir la représentativité et voir quels sont les partis que la nation peut financer et quels sont les partis que la nation ne peut pas financer. Juste une deuxième question sur ce sujet. On a l'impression que chaque fois qu'on évoque des fautes qui seraient commises par des Africains et autres, on dit presque à nos enfants, ah, ce sont encore les Européens qui viennent, c'est même presque légitime que vous commettiez ces fautes-là. Est-ce qu'on ne doit pas quand même dire à la jeunesse, que ce soit les Africains qui nous accusent, ou les Européens ou autres, la faute, elle est la faute? Vous ne pensez pas? Non. C'est clair que lorsqu'il y a une faute, que ce soit en Africain ou en Asiatique ou en Européen, c'est la faute de celui qui a commis la faute. On ne va pas chercher ailleurs. Maintenant, ça n'enlève pas ce qu'on appelle la manipulation. Ce que je veux dire, tous ces scandales qui ont éclaté, les gens qui ont les dossiers, ils les avaient depuis longtemps. Et ils choisissent leur moment pour jeter en pâture. Et je crois que soit pour la FIFA, comme pour ce qui vient de se passer avec Lamine Diack, il y a des gens qui détenaient depuis très longtemps ces informations et qui choisissent leur moment pour diffuser cette information. Je voulais dire ici qu'on a parlé de Lamine Diack, on a parlé de Zeb Blatter, qui n'est pas africain, on a parlé de Platini, qui n'est pas... Mais on dit toujours à nos enfants, ah ouais, nous sommes encore victimes. Vous ne pensez pas que ça les Non, on n'est pas, on est victime de rien dans cette affaire-là. On est victime de rien. C'est pourquoi j'ai dit, ça peut être asiatique, européen ou africain, on est victime de rien. Ce n'est pas les Européens qui nous attaquent. M. Ndoye, ça ne vous gêne pas que Lamine Diack dise que cet argent est allé dans les mains de l'opposition de l'époque, dont vous, aujourd'hui, qui êtes au pouvoir? Oui, évidemment, Lamine Diack n'a pas dit ça d'abord. Lamine Diack a dit qu'il a donné ça à des jeunes. Oui, non. Ce qu'il a dit clairement, lui, c'est qu'il a donné à des jeunes.
pour que ces jeunes-là luttent contre le pouvoir. Voilà ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il a donné à l'opposition. Et donc, de ce point de vue, moi, tout argent sale qu'on distribue dans le pays, ça me gêne. Tout argent sale. Parce que c'est de l'argent sale. Et nous n'avons pas aujourd'hui de dispositif de lutte contre cet argent sale. Il y a l'argent de la drogue qui circule partout. L'argent des fausses monnaies qui circulent partout. Et ça attrape celui-ci ou celui-là. Mais au-delà des gens qui commettent ces fautes, il faut aussi que l'État prenne des dispositions pour lutter contre la circulation de l'argent sale. Voilà, une toute dernière question pour Safi avant de passer au terrorisme qui constitue également le deuxième volet de cette première partie. Safi. Oui, Monsieur Ndoye, que vous inspire la coïncidence, ou en tout cas la concomitance des affaires mises en examen de Lamine Diack, Sepp Blatter, Platini, cette concomitance. Et également l'affaire soulevée contre Moustapha Niasse, il faut bien aussi le dire, même si le président de l'Assemblée nationale a démenti. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette coïncidence ou concomitance de ces mises en examen? En tout cas, ce que je sais, c'est que ces scandales sont toujours aussi dans les jeux politiques au niveau mondial. J'allais dire dans la géopolitique. Parce que quand vous voyez ce qui est reproché à Blatter ou bien à la Fédération d'athlétisme, c'est aujourd'hui dans le jeu des puissances mondiales. C'est tout à fait clair. C'est entre dedans. Bien. Monsieur Ndoye, pour un peu vraiment définitivement clore cette première partie, avant de repasser la parole à Safi pour les questions de sécurité, est-ce que vous pensez qu'il est admissible que pour avoir dénoncé cette situation de fait, de la manière qu'on sait, le coordonnateur du PDS, secrétaire général adjoint, est aujourd'hui entre les mains de la justice, des journalistes également ont été arrêtés. Est-ce que vous pensez également que, malgré tout, la liberté d'expression doit être garantie, même dans des conditions aussi difficiles? Oui, je disais que je suis contre les délits d'opinion par principe et que l'expression, y compris l'expression de quelque chose qui n'est pas en rapport avec la réalité, doit être démentie du point de vue aussi de l'expression, mais pas emprisonnée. Oui, parce que donc, dans ce cas, vous demandez la libération, en tout cas l'extinction des actions qui sont menées contre Omar Sarr et les journalistes. Ça n'aurait pas dû avoir lieu déjà. Très bien, je pense que votre réponse est claire. Safi, pour la question concernant la sécurité en Afrique. Merci, Omar Seyni. Monsieur Ndoye, parlons de terrorisme aujourd'hui. Le monde entier aujourd'hui est secoué, déstabilisé par ce qu'il est communément appelé le terrorisme. Le Sahel, le Sénégal ne font pas exception, nous sommes concernés. C'est la sécurité globale qui est concernée, l'économie. Aujourd'hui, ne serait-ce que le transport international, aujourd'hui est profondément affecté, mais nous parlons surtout de sécurité. Et je voudrais savoir ce que vous pensez de la menace intérieure sahélienne, et notamment sénégalaise. Aujourd'hui, de votre point de vue, quelle est la menace intérieure? Est-ce les réseaux islamistes et leur capacité d'infiltration, ou est-ce une faiblesse de notre capacité de sécurité au niveau de l'État, au Sénégal, au Mali et dans la sous-région? Quelle est la menace aujourd'hui? Je crois qu'il y a 3 sources de menaces. La première, c'est d'abord la situation de ces pays, c'est-à-dire des pays où règne la pauvreté, des pays où règne le désespoir des jeunes par rapport à leurs perspectives d'emploi, de travail décent, etc. D'abord, c'est cette source qui alimente. Deuxièmement, la deuxième source, c'est que ces réseaux ont beaucoup d'argent, ont beaucoup de ramifications. Et il ne faut pas se faire des illusions. Lorsque ces réseaux existent au Mali, existent au Niger, existent au Nigeria, au Cameroun, etc., ne nous faisons pas des illusions, les réseaux existent au Sénégal. Que ces réseaux soient dormants, c'est une chose,
Mais qu'ils n'existent pas, c'est une illusion. Ces réseaux existent bien au Sénégal. Et généralement, ils ont beaucoup d'argent. Et ils ont aussi des voies par lesquelles ils passent. Maintenant, le système de sécurité. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas garantir en ce qui concerne nos frontières. Nous ne pouvons pas. Ne serait-ce parce qu'il y a la libre circulation au niveau de la CEDEAO. Mais deuxièmement, aujourd'hui, nos forces de sécurité n'ont pas tout ce qu'elles devraient avoir pour pouvoir, disons, traquer ces réseaux. Et la question n'est pas simplement de les armer et de les préparer à se battre contre le terrorisme. La question, c'est d'avoir un système d'information fiable et qui a l'adhésion des populations. Parce que sans l'appui des populations dans les quartiers qui habitent avec des gens, qui connaissent les habitudes des gens, il va être difficile à un État seul de pouvoir combattre ces réseaux-là. Monsieur le ministre, est-ce que pour cela, il faut interdire la burqa comme on le propose au niveau de la CEDEAO? L'interdiction de la burqa est une mesure de sécurité. Lorsqu'on ne peut pas identifier une personne, c'est un problème. Et c'est seulement une mesure de sécurité. Ce n'est pas un problème religieux. Le problème religieux, ce sont les religieux qui doivent traiter ça. Mais l'interdiction du burqa est une mesure de protection des populations. Monsieur Ndoye, je pense que vous l'avez évoqué, la faiblesse des moyens de nos armées en termes de renseignement. Parfois, on voit dans certains pays, là où il y a Boko Haram, il y a un problème ethnique qui s'insère. Parfois, le colonel qui dirige les attaques, son cousin dirige peut-être, etc. Est-ce que vous ne pensez quand même pas qu'il faut qu'on revienne à la notion d'une armée africaine avec tous les moyens? Parce que quand même 100 000 hommes, 200 000 hommes, l'Afrique de l'Ouest au moins peut avoir les moyens d'équiper et bien entraîner une armée comme ça. Mais à mon avis, cette idée avance bien. Parce que déjà, le fait que dans le cas du Nigeria, qu'on puisse avoir une armée ouest-africaine pour pouvoir lutter dans ce cadre-là contre le terrorisme, c'est un pas qu'il faut saluer, parce que ça n'existait pas. Aujourd'hui, l'Union africaine, dans certaines situations, est autorisée à mettre en place des contingents africains pour intervenir ici ou là. Donc on a des pas. On n'a pas encore réalisé le souhait d'avoir une armée africaine capable d'assurer la sécurité, parce que c'est vrai que les armées isolées des pays peuvent avoir des problèmes. L'armée malienne en est bien un exemple, et il faut donc mutualiser. Donc sur le souhait, il faut mutualiser. Mais surtout que même les forces spéciales qui sont créées aujourd'hui, qui sont mises à la disposition du Nigeria, du Mali, etc., c'est de l'émanation des armées africaines, donc avec leurs faiblesses et leurs possibilités. Et un pays allié de l'Afrique, la France, a dit « attendez d'avoir vos armées très fortes avant d'avoir une armée africaine ». Vous pensez qu'on peut attendre encore 60 ans pour avoir des armées fortes, par exemple? La question de l'intégration africaine dans tous les domaines, y compris dans le domaine de l'armée, est une urgence. C'est une urgence. Quel que soit le domaine que vous prenez, économique, politique, social, nous avons là une urgence. La question de l'unité africaine est une urgence. Mais ce qui traîne, malheureusement, ce n'est pas la France. Ce qui traîne, ce sont nos chefs d'État. Chacun veut garder son royaume. Si Sophie n'a pas une autre question sur la sécurité, elle peut enchaîner directement sur la COP 21, parce que le temps nous rattrape un peu. Oui, une dernière question sur le terrorisme. Vous l'avez dit, M. Ndoye, la question du terrorisme, au fond, ça revient à un cocktail terrible, vicieux, de pauvreté, d'insuffisance de sécurité et de religion. Je voudrais avoir votre avis sur la question de la dimension religieuse. Aujourd'hui, quelle devrait être la contribution de nos religieux dans la formulation d'une solution à court et à long terme? Parce que ces jeunes qui aujourd'hui sont happés par les sirènes
dans un contexte de pauvreté, qui sont happés par des sirènes islamistes, qu'est-ce qu'il faudrait leur apporter comme discours religieux alternatif? On est plein pressé de connaître le point de vue du philosophe sur la question religieuse. Non, le problème, c'est que, évidemment, moi, je ne suis pas spécialiste des religions pour pouvoir dire ce que la religion apporte, mais ce que je peux dire, c'est que le processus de radicalisation, c'est un processus, j'allais dire, quelque part de manipulation. C'est un processus, j'allais dire même, de dressage qui amène des jeunes à considérer que même leur vie n'est plus importante. Je ne parle pas de la vie des autres qu'ils prennent, mais leur propre vie n'est plus importante. Alors ce processus-là, il faudrait un processus inverse, c'est-à-dire c'est les guides spirituels qui peuvent dire à ces jeunes-là, la voie qu'on vous a enseignée n'est pas la bonne voie. Ce qu'on vous dit de l'islam, ce n'est pas l'islam. Ce qu'on vous édicte comme règle de l'islam, comme comportement de l'islam, comme conscience de l'islam, ce n'est pas cela. Voilà ce qu'est l'islam. L'islam au Sénégal, est-ce qu'il offre une voie aux jeunes? C'est les guides religieux qui doivent prendre leurs responsabilités. Moi, Mamadou Ndoye, je ne peux pas, je suis totalement incompétent pour dire à un jeune quelle est la voie de l'islam. Vous avez lancé une toute dernière question sur les questions environnementales avant de passer à la deuxième partie parce que le temps nous rattrape. Oui, Monsieur Ndoye, alors la COP21, donc ce grand messe sur la question environnementale globale vient de se terminer. Il y a des décisions qui ont été prises ou pas prises. Nous avons tous suivi l'actualité. Ma question est, les Africains ont-ils ou se sont-ils donné les moyens de peser sur les règles du jeu qui se met en place pour le suivi de la COP21 et la mise en place des mécanismes donc, de gestion des questions environnementales dans les années et les décennies à suivre. Il y a évidemment la question du financement, les financements verts, l'accès au financement, mais il y a toute la question du droit minimal à polluer pour pouvoir se développer. Aujourd'hui, est-ce que les Africains se sont donné les moyens de peser sur le jeu? Oui, je crois qu'il y a deux niveaux. D'abord, le premier niveau, c'est de dire nous sommes le plus concernés. Le deuxième niveau, c'est de dire aussi nous sommes le moins influents. C'est les deux. Nous sommes les plus concernés, mais nous sommes les moins influents. Nous sommes les plus concernés, pourquoi? Parce que quand le monde va, la température mondiale s'élève de 2 degrés, nous en avons 3 en Afrique. 3. Donc, ce sera plus dur chez nous. Et ça peut aggraver la situation africaine au point où la désertification, le manque de terres arables peut conduire à d'autres conflits, même internes, qui vont être plus graves que les conflits que nous connaissons actuellement. Et c'est pourquoi nous sommes même plus concernés que les autres régions du monde. Mais en même temps, nous sommes les moins influents. Aujourd'hui, au niveau international, nous n'avons ni l'argent, ni le poids politique pour peser suffisamment. Ce que nous avons, c'est notre voix. Et de ce point de vue, nous nous sommes bien organisés, au moins pour mutualiser nos voix au niveau de la COP21, mais également, nous avons harmonisé nos positions et nous sommes battus ensemble sur les mêmes positions. Et je crois que ça a permis d'arriver à quelques résultats en ce qui concerne la compensation pour l'Afrique notamment, au regard justement des problèmes de développement que nous soulevions. Monsieur Dambabou, vous avez eu la chance d'avoir assisté à la COP21 à Paris. Je vais vous laisser donc le privilège de poser la toute dernière question à Monsieur Ndoye avant qu'on ne passe à la seconde partie parce qu'on est déjà assez avancé dans l'émission. Je voulais savoir, Monsieur Ndoye, si vous n'avez pas un peu le même sentiment de gêne encore
de la tactique, de la culpabilisation morale de l'Occident toujours, au lieu de nous organiser. C'est depuis la détérioration des termes de l'échange de Senghor, la mondialisation que tout le monde dénonce. Là aussi, l'Afrique a toujours dit, vous l'avez fait, réglez-le. Au lieu d'imposer, par exemple, une unité de combat, peut-être il y a une petite harmonisation. Est-ce que c'est le même sentiment de l'extérieur? Et la question est vaste, mais nous allons demander à M. Ndoye de nous répondre rapidement pour qu'on puisse passer à la deuxième question. Oui, non, du point de vue de l'extérieur, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je considère que dans cette assemblée, l'Afrique a uni ses forces et a harmonisé ses positions. Je crois que de ce point de vue, ça a été bien fait. Le problème, c'est notre poids. Ça aussi, on ne peut pas négliger notre poids. Je disais tout à l'heure à quelqu'un, vous voyez l'extrême gauche en Grèce, c'est vrai, ils ont voulu changer les choses. Oui, mais le problème qui se pose, c'est qu'on est dans une mondialisation dominée par des multinationales qui font que même un pays peut vouloir se détacher et faire autre chose et n'aura pas les moyens de se détacher. Je crois justement, M. Ndoye, l'Afrique est un Eldorado là, pour les décennies à venir. Ne serait-ce que la question de l'électrification, pour laquelle tant de multinationales sont dans les starting blocks pour venir investir, obtenir les marchés pour l'électrification. Est-ce que ce n'est pas justement l'opportunité de créer un rapport de force et peser? Est-ce qu'on se donne les moyens justement de créer ce rapport de force et peser? Vous voyez, si l'économie mondiale est dominée par l'argent, vous pouvez vous battre au plan politique, c'est très bien, vous pouvez avoir des résultats, mais vous n'inversez pas le rapport de force. Vous ne le réinversez pas. Et c'est pourquoi je vous citais tout à l'heure le cas de la Grèce. Vous ne l'inversez pas. Qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Soit de trouver des compromis, soit vous soumettre totalement. Et on le voit dans ce cas-là. Des gens d'extrême gauche, pas de gauche. Comment? Face à ces puissances, ils ont été obligés soit de chercher des compromis, soit de se plier. Et c'est le rapport de force qui l'impose. Vous êtes optimiste? Nous avons un monde qui doit émerger. Et il y a des gens qui se battent pour que ce monde émerge. C'est des gens de la société civile, c'est des partis progressistes, c'est même des personnalités et des individus progressistes. Est-ce que vous avez lu le programme Transformer le monde qui a été adopté pour 2030 en ce qui concerne les Nations Unies le 25 septembre dernier? Quand vous lisez ce programme, vous aurez l'impression que c'est un programme du Parti communiste à l'époque. Oui, lisez le programme. On élimine la famine, on élimine la pauvreté, on réduit l'ensemble des inégalités dans le monde, entre pays et dans les pays. L'éducation pour tous, les droits humains pour tous, l'égalité des genres, tout y est. Vous entendez qu'il faut que la lutte continue. C'est un monde qui doit émerger et nous y contribuons comme d'autres sont en train d'y contribuer. Et il y a un monde qui est en train de partir, mais entre les deux, puisque le nouveau monde ne s'est pas imposé et l'ancien monde est encore là, cette bataille-là produit une crise que nous vivons. Bien, merci beaucoup M. Ndoye. On va revenir maintenant à nos préoccupations nationales, après ces préoccupations planétaires d'une très grande portée. Monsieur Ahmad Khan, vous avez le devoir justement d'aborder ces questions sur l'avenir de Benno Bokk Yakaar. C'est là une belle tradition en parlant de parti communiste ou de communisme. Moi, j'aimerais aborder la question de la gauche, cette fédération de gauche qui réunit des partis politiques. Est-ce que ces partis continueront, pour la prochaine échéance électorale, à être faiseurs de roi ou à être roi cette fois-ci? Bon, d'abord, il faut qu'on revienne et il faut que les Sénégalais nous écoutent bien sur cette question. Nous nous sommes engagés en politique pour la transformation sociale de ce pays. Nous ne nous sommes engagés en politique ni pour de l'argent, ni pour des privilèges, ni pour exercer un pouvoir. Nous nous sommes battus pour que les libertés au Sénégal, à l'époque, personne n'avait le droit de créer un parti. Il y avait le parti unique ou unifié, comme on l'appelait. On s'est battu contre cela. Il n'y avait pas de presse.
On s'est battu de presse libre et on s'est battu contre cela. Il n'y avait pas de liberté syndicale, on s'est battu contre cela. L'éducation était à 10 ou 15% des enfants qui entraient à l'école. Nous nous sommes battus pour que ce soit multiplié par 5 aujourd'hui. Voilà l'objet de notre bataille principale. Voilà l'enjeu principal. Ce n'est pas le devenir de Mamadou Ndoye qui est l'enjeu principal des batailles de gauche. Et quelle est l'ambition alors de cette CDS? Cette CDS s'inscrit dans la transformation sociale du Sénégal. Cette CDS, c'est de donner plus de poids à nos idéaux et à nos valeurs. C'est de nous donner plus d'influence. C'est une CDS à côté d'une coalition Benno Bokk Yakaar. Parce qu'avec cette coalition, nous n'avons pas les mêmes valeurs et les mêmes références. Nous avons... Vous y êtes toujours. Mais bien sûr, parce que c'est un compromis historique. Bien sûr. Quand nous avons eu Abdoulaye Wade, nous voulions qu'Abdoulaye Wade sorte de... Enfin, pas sorte du pays, mais quitte le pouvoir. Nous nous sommes alliés avec toutes les forces qui pouvaient faire partir Wade pour ouvrir une nouvelle ère pour notre pays. Et c'est cela qui a fait naître Benno Bokk Yakaar. Mais ce contre Wade est devenu un pour, et ce pour c'est quoi? C'est pour les ruptures avec le régime de Wade. Quelles sont les ruptures sociales, les ruptures politiques, les ruptures économiques à mener? Et nous essayons de pousser la coalition dans ce sens. Ces ruptures sont-elles là aujourd'hui? Comment? Avec Benno Bokk Yakaar, ces ruptures que vous attendiez. Est-ce que les ruptures que le président avait annoncées ont vu le jour aujourd'hui avec ces 3 ans de gouvernance dans le cadre de Benno Bokk Yakaar? Ok. Il y a 2 choses. Est-ce que c'est le moment du bilan? À mi-parcours, oui. Oui. D'abord, est-ce que c'est le moment du bilan? Non, parce que je dis cela, il y en a qui ont tiré le bilan, soit pour soutenir totalement, soit pour se débarquer. Pour nous, ce moment de bilan n'est pas encore arrivé. Mais il est quand même là depuis bientôt 3 ans. Oui, mais 3 ans de pouvoir sont capables de changer 12 ans de pouvoir. Ça dépend de l'orientation. Non, le problème, est-ce qu'on va dans le bon sens? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que nous allons dans le bon sens? En tout cas, nous continuons, en ce qui nous concerne, de pousser dans le bon sens. Et le bon sens, c'est quoi? La bonne gouvernance, on doit continuer pour cela. C'est la lutte contre les détournements, les gaspillages de l'État. Nous devons continuer à lutter pour cela. Nous voulons que du point de vue économique, évidemment, on l'a appelé émergence. Mais nous, c'est le développement accéléré et durable du Sénégal qui nous intéresse. Et ce développement accéléré du Sénégal, ça passe par la diversification de l'économie, ça passe aussi par la transformation structurelle, et ça passe par une économie qui est essentiellement tirée par des produits primaires vers une économie tirée par la transformation pour qu'il y ait plus de plus-value et plus de productivité du travail. Voilà nos positions qui sont très claires et nous agissons dans ce sens-là. Dès qu'on a parlé donc de cette coalition, certains dans le cercle des amis de vos alliés ont pensé que la gauche prépare encore des assises nationales contre Macky Sall. Est-ce que ce sentiment vous est revenu? Nous avons fait les assises de la gauche pour mutualiser nos forces. Et au-delà, ce que nous voulons, et la gauche ne complote pas. La gauche dit très clairement ce qu'elle veut faire et agit dans ce sens-là. Excusez-moi, je pense qu'on ne l'a pas posé en termes de complot. Non, non, vous n'avez pas. Non, c'est moi qui dis. Vous avez dit que dans cette coalition, il y a des valeurs différentes portées par les uns et les autres. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute qu'il y a des divergences au sein de la coalition. Ça, il n'y a pas de doute parce que nous ne sommes pas les mêmes. Notre parti n'est pas l'APR. Notre parti n'est pas l'AFP. Et par conséquent, nous avons des valeurs de référence qui ne sont pas les mêmes que ces partis-là. Et donc, nous pouvons avoir des divergences sur un certain nombre de questions. Et nous essayons, nous, de gagner à l'opinion, de gagner les autorités sur les voies que nous considérons les meilleures pour réussir cette deuxième alternance. Alors, cette gauche peut-elle alors avoir comme candidat Macky Sall pour la prochaine présidentielle? Nous ne savons pas qui nous aurons comme candidat. Pour une raison très simple, c'est que nous n'avons pas commencé la discussion en notre sein.
Et comme vous le savez, des partis tels que les nôtres, tant qu'il n'y a pas de discussion libre impliquant l'ensemble des militants pour arriver à une prise de décision, le parti n'a pas de position. Mais M. Ndoye, on est à 15 mois des élections. Quand est-ce que vous allez enfin vous décider à arrêter une position? Mais parce que vous pensez que nous... Vous ne nous... pouvez pas être dans une coalition depuis déjà bientôt 3 ans et à 15 mois des élections nous dire on n'a pas encore pris de position. Et quand est-ce que vous allez la prendre, cette position? Mais M. Momandiaï, quelqu'un a un mandat de 5 ans pour une alternance. Vous êtes en train de vous battre pour réaliser les objectifs de cette alternance. Vous voulez, au bout de 3 ans, que nous puissions dire nous nous démarquons ou nous soutenons ce candidat. Mais il faut être raisonnable. Dans ce pays, les gens ne sont pas raisonnables. C'est au bout de 3 ans que je dois dire maintenant je me démarque de Macky ou je soutiens Macky. Non, le problème, est-ce que la possibilité pour que vous vous démarquiez du président existe, oui ou non? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a une possibilité, une alternative pour vous de soutenir un autre candidat qui n'est pas Macky Sall? En fait, c'est ça la vraie question. La vraie question, alors à ce moment, tant que nous n'avons pas discuté, tout est possible. Dame, sur le référendum. Oui, justement, sur le référendum. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un gaspillage d'argent, etc., malgré le fait que l'article 27 de la Constitution dit clairement qu'on ne peut changer que par un référendum. Est-ce que vous pensez que c'est opportun de le faire maintenant? Le référendum de manière générale? Le référendum, cette fois-ci, pour le projet politique proposé par Macky Sall qui consiste à réduire le mandat et se l'appliquer de manière rétroactive. Je commence par là. Pour nous, ça n'a pas de sens de réduire le référendum à cette question de réduction de mandat. Parce que pour nous, plus important que la réduction de mandat, il y a les réformes institutionnelles qui doivent changer le visage de l'État sénégalais. Et pour nous, ça, c'est beaucoup plus important même que la réduction du mandat. Donc, nous sommes pour le référendum. Mais nous ne sommes pas pour un référendum réduit à cette question de mandat. Donc, vous êtes pour un référendum où les questions seront polysémiques. Il y aura peut-être 2 ou 3 questions, évidemment, parce que là, effectivement, ça peut poser des problèmes au niveau de la compréhension des citoyens qui doivent éventuellement poser leur bulletin dans l'urne. Ça ne peut pas poser de problème si on fait ce qu'on doit faire avant, c'est-à-dire consulter l'ensemble des couches sénégalaises sur cette consultation, sur ces référendums et ces enjeux. Là, il n'y aura pas de confusion. Mais apparemment, Macky Sall n'est pas très pressé. Je ne sais pas. De timing sur le référendum. Je ne sais pas ce que Macky a décidé ou n'a pas décidé, mais je dis, si le débat est posé, les consultations faites, ce sont les réformes constitutionnelles et les réformes institutionnelles. Ça fait d'abord et Dame après, parce que ça fait demande la parole. Ma question sur le référendum va dans un autre sens. C'est dans un contexte, un peu partout d'ailleurs, mais on va parler du Sénégal, où les partis sont en perte de crédibilité, on va dire de force, de légitimité. Là, est-ce que ce référendum ne veut pas venir les contourner davantage et affaiblir leur participation simplement à la construction démocratique en cours Je ne sais pas si c'est une hypothèse que vous posez ou c'est une assertion, parce que c'est... Une réflexion. Voilà. Parce que dire au départ que les partis ont perdu leur crédibilité, il faut être d'abord d'accord avec cette assertion. La force. Ouais. Bon. Alors, pour moi, jusqu'ici, les partis n'ont pas perdu leur force. Il se peut qu'il y ait certains partis qui aient perdu leur force au profit d'autres partis, mais globalement, les partis politiques n'ont pas perdu leur force. Et par conséquent, ce référendum... En 1993, la LDMPT était le 3e parti du Sénégal. Aujourd'hui, vous en êtes loin. Donc, si vous nous dites que les partis n'ont pas perdu leur force, ça nous étonne un peu. En 1993, oui. En 1993, oui. On faisait 1,2% de l'électorat. Oui. Il n'y a pas aucune élection où nous, on n'a pas augmenté. Et aujourd'hui, on prévoit 6% pour nous. Donc, voilà mon critère de comparaison. Maintenant, pour juste une autre question par rapport à ce référendum. La question, le référendum ne vient pas affaiblir davantage cette posture? Non, je ne pense pas s'il y a
une bonne campagne référendaire où les partis s'engagent, où ceux qui sont pour le oui débattent clairement avec ceux qui sont pour le non, et qu'il y ait un véritable débat politique dans le pays. Si cette campagne référendaire est bien organisée, il n'y a pas de raison que cela affaiblisse les partis. Vous avez dit tout à l'heure donc que ce référendum ne doit pas être réduit à la question de diminution du nombre d'années de mandat, etc. Mais la Commission nationale de réforme des institutions qui avait été créée par le président, dirigée par le président Mbow, avait parlé de changement même de régime présidentiel ou parlementaire hybride. Est-ce que vous pensez que ce référendum doit prendre en charge cette question-là aussi? Ah oui, pour moi, c'est tout à fait clair. Les réformes constitutionnelles qui sont proposées par la CNRI doivent être dans le référendum. Le président dit qu'il en prendra ce qu'il en jugera bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas ce qu'il en juge bon. Moi, je sais ce que j'en juge bon. Qu'est-ce que vous en jugez bon? Un état de droit plus confirmé au Sénégal, un rééquilibrage de pouvoir entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif, au profit du législatif et du judiciaire, une autonomie plus grande pour l'Assemblée nationale et une indépendance pour la justice. Nous avons aussi les questions de gouvernance démocratique telles que fixées par les assises pour lesquelles nous sommes pour. C'est toute et une donc, constitution voilà. qu'il faut. Une Comment? nouvelle constitution. Il y a des théoriciens de changement de Oui, constitution. c'est-à-dire que moi, je n'entre pas dans ce débat qu'on veut nous imposer. Est-ce qu'il faut une nouvelle constitution ou réviser l'actuelle constitution? Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quel est le contenu qu'on va me soumettre. Oui, et c'est ce contenu-là qui m'intéresse. Nous avons un troisième volet qui est très important et qui concerne les questions d'éducation. Monsieur Ndoye, vous en êtes un des grands spécialistes, probablement un des plus grands spécialistes en Afrique. Monsieur Blanc Babou va vous poser des questions évidemment sur ces enjeux énormes que constituent évidemment les questions universitaires et scolaires au Sénégal. Monsieur Ndoye, en 1982, je crois, j'ai suivi une conférence que vous avez donnée à l'IUT. Vous aviez démontré que le problème de notre éducation, c'est que ce qu'on enseigne à nos enfants n'a rien à voir avec les besoins de notre économie. Et vous aviez dirigé pratiquement tout un travail après les premières assises de l'éducation. En fait. Est-ce que vous pensez qu'on a fait un pas depuis? Est-ce que notre éducation est au service de notre économie pour qu'on puisse augmenter la production, pour que ces jeunes-là dont on parle puissent être utilisés? On a essayé. On a essayé avec un angle d'attaque qu'on appelle généralement l'angle du curriculum. Pour d'autres qui parlent de programme, mais les techniciens parlent de curriculum. L'approche par les compétences. Non, d'abord, ça a commencé par l'approche par les objectifs, et ensuite l'approche par les compétences. Mais quand on parle de compétences, c'est au regard de la capacité de résoudre des problèmes, au regard de l'environnement auquel on est confronté. Donc, on l'a abordé sous cet angle-là. Mais le problème, c'est que nous avons un système. Et ce système, nous ne le remettons pas en cause. Et notre plus grand problème se situe là. Ce système, il est venu de l'extérieur. Et il nous a été imposé de l'extérieur, avec des logiques de l'extérieur qui étaient des logiques de domination. Et quand on a hérité du système devenu indépendant, on n'a pas voulu remettre en cause, et peut-être aussi on avait des difficultés à remettre en cause parce qu'on ne connaissait que ça comme système éducatif. C'est dedans que nous avons été moulés, nous tous. On ne connaissait que ça. Et sortir de ce qu'on connaît pour créer quelque chose de nouveau est toujours difficile. Oui, mais après 40 ans, 50 ans, comme vous l'avez dit un jour au niveau de Sud FM, même l'enseignant s'est appauvri, même si nous, on a augmenté les revenus, ça coûte cher à l'État. Vous disiez que, par exemple, là où vous habitiez aux HLM, aujourd'hui, un enseignant ne peut pas l'avoir, ne peut pas habiter de cette maison-là. Donc, tout s'est appauvri plus ou moins. Malgré la difficulté, est-ce que vous entrevoyez la possibilité de sortir de ce système qui est comme une sorte d'alvéole pour nous? Mais vous soulevez une autre question. Dès que vous soulevez la pauvreté de l'enseignant, on n'est plus dans le domaine que vous souleviez au départ, c'est-à-dire la remise en cause du système en tant que tel.
Est-ce que la non-remise ne pose pas ce problème-là? Non, ça peut être une... Non, vous voyez, le débat sur l'éducation est très difficile parce que les gens greffent des problèmes très différents. Le problème que nous posons, et qui est celui de votre première question, c'est que quel système éducatif, pour que le problème de santé que l'on rencontre dans le quartier soit pris en charge par les consciences, les comportements, les attitudes que l'on apprend à l'école, par les connaissances que l'on apprend à l'école. Comment le problème auquel est confronté le monde rural dans ses problématiques quotidiennes, comment tout cela, l'école prépare à les résoudre. Comment l'étudiant qui est en médecine, au lieu de faire des thèses générales sur la santé, peut prendre une thèse qui est liée à un problème que rencontrent les populations et qu'il apporte des réponses, des innovations par rapport à cela. Les nombreuses thèses et les nombreuses mémoires que vous voyez, on oriente les étudiants vers des sujets qui n'ont rien à voir avec les problématiques que vivent les gens et qui sont les problématiques majeures. Et ça, c'est la question qui est la question essentielle. Et tant qu'on ne résout pas cette question, en réalité, même l'éducation de qualité dont on parle, parce que l'éducation de qualité, ce n'est pas seulement la réussite du programme tel qu'il est proposé. Il faut que le programme lui-même, ce qu'on apprend, soit utile et utilisable pour se confronter aux problèmes quotidiens de la vie et du travail. Ce système de volontariat, de vacatariat et autres, là, a-t-il contribué à ce que certains qualifient aujourd'hui d'une éducation au rabais? Je vous réponds directement, pas du tout. Pourquoi? Nous avons un problème qu'il faut résoudre, que d'autres pays ont résolu avant nous. Le volontariat, comme d'autres d'ailleurs systèmes qui ont précédé ou qui vont suivre, est une réponse à une pénurie d'enseignants. À la quantité donc? Non, attendez. À une quantité? À une? À la quantité. Avoir une quantité. Laissez-moi terminer. Moi, quand je prenais en 1995 l'éducation primaire, le taux de scolarisation du Sénégal avait baissé de 4 points sur 3 ans. 4 points. Dans un pays où la moitié des enfants vont à l'école et tu commences à décliner. Autrement dit, le recrutement d'enseignants qu'on avait à l'époque n'était pas à la hauteur du croît démographique du pays. La demande était supérieure à l'offre. Et c'est cela qui crée la pénurie d'enseignants. Construire des classes, c'est plus facile. Le coût, on peut faire 4-5 millions, on construit une classe. Mettre un enseignant dedans, c'est des salaires à payer. Ce n'est plus le même coût. Et nous faisions face à une pénurie d'enseignants, comme beaucoup de pays africains. Comment faire face à cette pénurie? Ce que j'ai observé, nos pays avaient les ressources, je veux dire les ressources humaines. On avait des diplômés qui avaient le bac, qui avaient la maîtrise, qui avaient la licence, mais qui étaient au chômage. Qui n'avaient aucune compétence pédagogique. Non, attendez, on va arriver au cours. C'est-à-dire que, vous voyez, vous mêlez toujours les problèmes. Alors, répondons d'abord à cette question. On avait la compétence. Cette compétence, c'est ce qu'on appelle une compétence académique. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'on doit enseigner. Ce qui peut leur manquer, c'est comment l'enseigner. Comment l'enseigner, ça c'est la formation pédagogique. Et cette formation pédagogique, on l'a donnée en urgence, c'est-à-dire 3 mois de formation pédagogique, mais au fur et à mesure, cette formation a été allongée jusqu'à devenir mais le temps que les gens, que ces nouveaux enseignants acquièrent effectivement cette compétence pédagogique, c'est aussi le temps de faire beaucoup de dégâts, parce qu'apparemment, quand vous n'avez pas la compétence d'enseigner, les conséquences pour les enfants sont énormes. Vous voyez, je le dis toujours, les gens mêlent beaucoup de problèmes. Prenez ce qui se passe dans l'école privée. Prenez les résultats des écoles privées primaires. Dans le privé,
Depuis très longtemps, ça ne date pas de maintenant. Les résultats sont meilleurs que dans le primaire. Regardez les résultats aux examens. Ça dépend de quel privé. Oui, mais surtout le privé catholique. Je prends par exemple le privé catholique. Je prends un exemple, mais le privé catholique, des résultats 2 ou 3 fois meilleurs que dans le public. Allez voir quelle formation pédagogique ont reçu ces enseignants du privé. Il est beaucoup plus court que ce qui se passe dans le public. Beaucoup plus court. Pourquoi ils ont les meilleurs résultats? Expliquez-moi ça. Oui, donc, sur les crises scolaires... Expliquez-moi pourquoi ils ont les meilleurs résultats. Avant de revenir... Mais moi, je peux vous l'expliquer, parce que je le connais, c'est le climat de l'établissement. Un établissement où on respecte les horaires, où il y a de la discipline, où les enseignants, quand ils sont jugés sur leur performance, celui qui travaille est traité mieux que celui qui ne travaille pas. Mais M. Ndoye, c'est parce que aussi ces élèves qui sont dans le privé, ils ont un niveau d'encadrement extrêmement élevé, aussi bien en classe qu'à la maison. Ils ont des répétiteurs, parce que les parents qui envoient les enfants dans les privés ont les moyens de le faire. Donc, on peut comprendre par là, effectivement... Monsieur Ndiaye, oui, je vous dis ce qui se passe et vous le vivez peut-être chez vous. Les gens les plus pauvres maintenant désertent l'école publique pour amener leurs enfants dans le privé. Mais avec les dégâts qu'on connaît en tous les cas. Oh non, non, avec des dégâts. Parce que les dégâts sont plus graves dans le public. Mais il y a des dégâts quand même. Non, ça dit, ne me dites pas il y a des dégâts quand même. Je suis en train de vous poser un problème. Les dégâts sont plus énormes dans le public que dans le privé. Oui, dame, on poursuit. Ouais, mais est-ce que vous ne pensez pas que... Bon, c'est parce que peut-être je vous ai suivi, je prends toujours l'exemple de ce que vous disiez il y a longtemps, qu'on n'a pas appliqué. Est-ce que vous ne pensez pas que quand même un élève dont la maman ne peut pas aider, qui parle une langue étrangère, malgré que si on le fait pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça ne change rien. Vous aviez proposé la langue du milieu dans la réforme que vous avez vous-même écrite, etc. Est-ce qu'il n'est pas temps de revenir sur cette question-là? Si vous permettez, je vais construire là-dessus parce que, en fait, je voudrais revenir à la question initiale. Je voudrais revenir à la question initiale qui va dans le même sens. C'est au fond le système éducatif, qui est vraiment la colonne vertébrale que vous évoquiez tout à l'heure. Et quel système pour produire quels élèves pour en faire quoi ensuite quand ils sortent. Alors on disait que jusqu'à présent, on n'avait pas réussi à... Vous disiez que vous n'avez pas réussi à déconstruire le système dont nous avons hérité et à construire le système qu'il nous faut. Alors, ma question est en fait, il y a 2 sous-points. L'un, c'est aujourd'hui, est-ce que nous nous approchons d'une solution, par exemple, les assises qui ont été conduites par le professeur Sall aujourd'hui, est-ce qu'elles proposent des solutions pour repenser un système, lui donner une colonne vertébrale qui nous permette enfin de produire le système qui va régler les problèmes? Et est-ce que des solutions innovantes, pas si innovantes d'ailleurs, pas si nouvelles, comme celle que Dame vient de mentionner avec l'introduction des langues, aujourd'hui avance? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est en train d'avancer vers des solutions? Est-ce que les langues nationales sont la solution? Est-ce qu'on avance ou non vers une solution, vers une nouvelle formule qui nous aide à déconstruire l'ancien système qui ne nous va pas? Est-ce qu'on avance ou non vers la solution? Bon, d'abord, votre question a 2 volets. L'analphabétisme des parents, c'est un volet. La question de l'utilisation des langues nationales, c'est un autre volet. Je veux dire, même si on utilisait la langue nationale à l'école, l'analphabétisme des parents peut être un handicap, même lorsqu'on utilise les langues nationales. Donc, un élève qui a un parent analphabète doit avoir un soutien particulier. Et ça fait partie de l'équité, quand on parle de l'équité en éducation. Peut-être que j'ai mal posé ma question. Non, vous n'avez pas mal posé, c'est moi qui explicite. C'est moi qui explicite. C'est-à-dire, même si aujourd'hui, les langues nationales étaient introduites à l'école, les parents analphabètes vont continuer à avoir des problèmes parce qu'ils ne lisent pas et ils n'écrivent pas. Donc, l'accompagnement de leurs enfants leur posera problème. Maintenant, la question de l'introduction de la langue nationale en elle-même est une question qui est réglée sur le plan scientifique. C'est sur le plan politique que ce n'est pas réglé. Sur le plan scientifique, on a montré que les pays qui font une stratégie bilingue, les résultats d'apprentissage, y compris dans la langue étrangère, sont meilleurs. Et c'est démontré. Sur le plan technique.
Et c'est facile à comprendre. Un élève que vous prenez de son village qui n'a jamais parlé français, vous l'introduisez dans une classe, vous lui dites 1 plus 1, il n'y connaît rien. Mais si vous dites ben ñu yokkaat ci ben, xam na lan la. Donc, c'est les apprentissages minimaux par lesquels on commence. Dès le début, on met l'enfant en situation d'échec en utilisant une langue qu'il ne connaît pas. Donc, de ce point de vue, c'est démontré. Et c'est démontré même quelles sont les meilleures stratégies. Puisqu'il y a 3 modèles. Il y a le modèle qu'on appelle d'extraction précoce, le modèle semi-précoce et le modèle tardif. Ce qu'on veut dire par là, il y a des pays qui, au bout de 2 ans, enlèvent la langue nationale et continuent avec la langue étrangère seule, d'autres qui restent jusqu'à 4 ans, 5 ans, et d'autres qui gardent la langue nationale jusqu'au secondaire, en même temps, évidemment, que la langue étrangère. Et le plus tardif a eu les meilleurs résultats. Donc ça, sur le plan technique, c'est réglé. Ce qui manque, c'est la décision politique. Au Sénégal, nous avons d'énormes acquis, parce que les acquis, c'est quoi? L'aménagement linguistique est fait. C'est-à-dire, on a transcrit les langues, on a codifié les langues. Donc, on a ça. L'aménagement didactique, comment on doit enseigner dans ces langues, c'est fait, du point de vue technique. Les supports didactiques, plusieurs expériences ont déjà produit des supports didactiques. Donc, nous avons l'essentiel. Il y a la langue écrite, comment on l'enseigne et quels sont les supports didactiques. C'est gagné. Le problème, c'est que le Sénégal fait des expérimentations, et jamais ne s'engage dans la généralisation. Voilà le problème. Oui, mais monsieur le ministre, dans la plupart des pays européens, il y a quasiment un seul ministre qui regroupe à la fois l'éducation de base et jusqu'à l'enseignement supérieur. Au Sénégal, on continue encore à saucissonner ces ministères et à créer autant de ministères que de thématiques dans l'enseignement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de revenir sur le plan systémique à un ministère global qui englobe tous ces aspects, en fait, tous ces corps d'éducation, pour essayer de créer de meilleures interactions entre les différents niveaux de l'enseignement? Pourquoi on continue encore à créer et à saucissonner un peu le département de l'éducation? Ce qui est évident, c'est que l'approche holistique du système est confirmée comme étant la meilleure approche pour assurer la cohérence et la continuité dans le système. Donc la création d'un département unique? Non, ça c'est vous qui sautez le pas. Moi je dis l'approche holistique est absolument indispensable. C'est-à-dire que vous devez avoir une politique holistique qui concerne l'ensemble du système pour que les interactions, parce que rien n'est isolé, les interactions puissent se faire. Par exemple, beaucoup disent à l'enseignement supérieur, il n'y a pas de suffisance d'étudiants en sciences et en mathématiques. Mais ce n'est pas dans l'enseignement supérieur qu'il faut régler ça. C'est au niveau le plus bas qu'il faut régler ça pour que demain, les gens, quand ils arrivent à l'enseignement supérieur, ils puissent aller au niveau de sciences et de mathématiques. Donc, ça signifie que vous avez besoin d'avoir une vue holistique et interdépendante des différents sous-secteurs. Maintenant, la gestion, c'est là où intervient la politique. Dès que tu viens au niveau de la gestion. Mais comment faire de l'approche holistique en déconstruisant carrément le ministère? Non. C'est-à-dire que tu as une politique holistique. Et ça, y compris, c'est pas nous seuls, mais je ne le défends pas, parce que les États généraux auxquels j'ai participé, ce que nous avons défendu, c'est une gestion unique. C'est tout à fait clair. C'est ça que nous avons défendu. Mais je suis en train de vous expliquer que ce sont les contingences politiques qui amènent les gouvernements à distribuer les sous-secteurs. Mais... sur la question de l'éducation et de la jeunesse? Justement, ma dernière question sur ce sujet-là, c'est qu'est-ce qui est réellement à la base des grèves? Parce que chaque année, on pense que ce sont les syndicalistes, ce sont les enseignants. Moi, je me souviens pratiquement les 8 points du Sud-Est de 1979. Si vous regardez aujourd'hui la plateforme des syndicats actuels, c'est presque la même chose. On a les mêmes revendications
qu'on prétend résoudre, mais qui revient toujours. Qu'est-ce qui est à la base de ça, selon vous? Je crois que nous n'avons pas mené le véritable débat sur l'éducation dans notre pays. Et surtout, le gouvernement ne l'a pas mené. Parce qu'un gouvernement, lorsqu'il s'engage, doit clairement savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Mais il n'attend pas simplement que les gens lui disent que c'est ça, il dit non, je prends ça. Non, il doit s'engager dans le débat en même temps que les autres acteurs et construire avec les autres acteurs pour que le consensus final soit un consensus que tout le monde prend en compte. Aussi bien ceux qui sont des syndicats, des parents d'élèves, les étudiants eux-mêmes que le gouvernement. Mais si on se dit, moi je me mets là-bas, j'attends, on me donne, voilà ce que je prends, ce que je ne prends pas, non. Le gouvernement doit participer au débat et montrer que ça, je peux le faire. Voilà les ressources disponibles pour le faire. Ça, je ne peux pas. Voilà l'état des ressources du pays, je ne peux pas le faire. Et comme ça, le gouvernement s'engage, les autres s'engagent. Mais vous ne pouvez pas être là à chaque fois, regardez toutes les revendications, engagement non respecté. Engagement non respecté. Sophie, si vous avez une toute dernière question sur ce volet. Je voudrais revenir, M. Ndoye. Vous avez dit une chose extrêmement importante. Je voudrais vous amener à conclure là-dessus. Sur la question de la qualité de l'enseignement primaire. Il y a eu beaucoup de réflexions et tout un travail de recherche scientifique de qualité qui a donné ses preuves, qui a été validé sur la question de l'introduction des langues premières. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Expérimentation, et puis on ne passe pas à l'échelle et on ne le fait pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait pour que justement, on passe à l'échelle et que ce soit appliqué et que ça puisse donner des résultats enfin et qu'on sorte de ce système qui ne nous va pas et qu'on rentre dans un système dont on espère qu'il va nous aller. Ça, c'est la première question. Pourquoi on ne le fait pas? Qu'est-ce qu'il faudrait? Et vous, par exemple, votre parti, qui est tellement concerné par les questions sociales, pourquoi est-ce que vous ne portez pas plus fort ce combat-là? Je donne un exemple. Il y a quelques mois, mois de mai dernier, le ministre Céline Baïtiam a procédé au lancement officiel d'un partenariat avec une ONG, l'ONG Arrête pour ne pas la nommer, qui a travaillé justement, comme vous le savez, sur ces méthodologies d'introduction des langues premières dans le cycle primaire. Langue nationale. Oui, langue nationale. Et là, le ministère a accepté le principe que ça passe à l'échelle, que ça rentre dans le quantum horaire. Et ça va être soutenu par des pays partenaires qui vont financer, etc. etc. Alors, est-ce que quelqu'un va pousser à ce que ça se fasse? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, je termine là-dessus. Monsieur, Dame disait que vous aviez fait la démonstration que notre curriculum devait aider à produire des gens en phase avec le marché. Bon, moi, en tant que maman, je me dis, l'école devrait, nos enfants passent 8 heures loin de chez nous. L'école doit aider aussi à produire des citoyens et des êtres sociaux. Et cette fonction de l'école, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Très bien, Monsieur le ministre, vous répondez. Bon, la prise de décision politique, c'est un rapport de force. Les syndicats se sont toujours battus autour, les partis progressistes et nationalistes se sont battus toujours autour de ça, mais ils ne sont pas encore arrivés à faire plier le gouvernement. Et la bataille continue. Elle n'a pas cessé. Et nous ne pouvons, j'allais dire, que revendiquer, mobiliser autour de cela, faire des conférences publiques que nous ne cessons de faire pour mobiliser l'opinion et montrer aux parents que c'est de leur intérêt de se mobiliser et de faire pression sur le gouvernement. C'est actuellement à votre ordre du jour. Comment ça? Ces questions-là de... Mais bien sûr, nous nous battons tous les jours autour de ça. Mais nous nous battons aussi autour de plusieurs autres questions. Il ne faut pas oublier ça. Oui, Monsieur le ministre, moi j'ai posé une toute Non, il question. y a un aspect de sa question, c'était l'autre aspect auquel je n'ai pas répondu. La fonction... Voilà, je dois rectifier d'abord,
Je n'ai pas parlé, moi, de conformité avec le marché. Je parle pas. C'est moi. Oui, c'est ça. Moi, je parle d'interaction avec les problématiques de développement. Mais c'est une demande aussi des chefs d'entreprise, hein, d'avoir des produits. Oui, qui sont mais capables ça, de... c'est les chefs d'entreprise. Oui. Mais l'école, c'est pas pour répondre seulement aux chefs d'entreprise. Il faut qu'on soit clair. C'est pourquoi je parle de problématiques du développement du pays. L'école, c'est pour répondre certainement à l'emploi par rapport aux besoins des chefs d'entreprise, c'est pour répondre à l'auto-emploi qui ne répond pas aux problèmes des chefs d'entreprise, c'est le problème de réponse à la santé, au problème de l'environnement, au problème d'une citoyenneté active en droit et en responsabilité. Tout cela, c'est l'école. Mais tout ça, c'est les problématiques de développement. Juste peut-être pour clarifier, moi je ne peux pas parler de marché, je parle des besoins de l'économie. Ce qui est la même chose. Non, oui, c'est plus large. Besoin de l'économie, c'est plus large. Les besoins de notre économie. Mais ce dont nous parlons est encore plus large que besoin de l'économie. Monsieur le ministre, on aurait abordé avec vous, on aurait bien aimé aborder avec vous la question justement de la loi cadre sur l'enseignement supérieur qui est encore contestée par les enseignants, mais malheureusement le temps ne nous le permet pas. Par contre, en revanche, je voudrais vous poser une dernière question sur le problème des 690 mètres enseignants dont la Cour suprême a cassé la décision du gouvernement. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place du ministre? Est-ce que vous les auriez intégrés ou carrément vous auriez accepté que l'État donne corps à l'arrêt de la Cour suprême? Quel est votre sentiment dessus? Non, quel est l'essentiel dans cette affaire-là? Pour moi, l'essentiel, c'est encore la lutte contre la corruption. S'il est établi, comme on l'a dit, qu'il y a eu corruption, pour que les notes qui avaient été données, les notes réelles, ont été changées pour permettre à des cas. Mais il faut être inflexible sur cette question-là. C'est-à-dire? Mais parce que l'enjeu est énorme. À qui on va confier les enfants? L'enjeu est énorme. Alors, de ce point de vue, on peut dialoguer maintenant sur une décision de justice qui, d'après mes informations, s'arrête à la forme. Oui, bien sûr. S'arrête à la forme. Qui fait l'objet d'appel en plus, oui. En cours. Alors, donc, pour moi, aujourd'hui, à la place du ministre de l'Éducation, j'aurais maintenu cette décision. Je ne serais pas revenu sur cette décision. Voilà, merci donc mesdames, messieurs, c'est la fin de Sans Détour, c'est le troisième numéro de Sans Détour. Nous avions comme invité M. Mamadou Ndoye et comme chroniqueur M. Dan Babou, Mme Stafili et M. Amatouane et moi-même Omar Sénindiaye, éditorialiste à Séné+. Cette émission a été réalisée en collaboration avec Sub et Max, le quotidien et le site Séné+. Merci et à la prochaine fois. Tu peux tout.